Bonsoir à tous, bienvenue. Premier conseil des ministres ce mercredi, un conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Pour cette nouvelle année, il demande à son gouvernement d'être plus proche des populations. Plus proche tout en respectant les mesures barrières, Abidjan fait face à une résurgence des cas de contamination à la Covid-19. Pourquoi une telle montée des cas? Comment éviter davantage de contamination? Les Ivoiriens se prononcent. Et puis au Burkina Faso, après avoir démissionné, Christophe Dabiré vient d'être reconduit Premier ministre. Le tout premier conseil des ministres de l'année 2021 a eu lieu ce mercredi. Un conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour cette nouvelle année, il demande à son gouvernement d'être plus proche des populations et de continuer à œuvrer pour la préservation de la paix. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. À l'entame de ce premier conseil des ministres de l'année au Palais de la Présidence, instant solennel et série d'allocutions. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a au nom du gouvernement présenté ses vœux au président de la République, qui l'a à son tour félicité, ainsi que le gouvernement pour la tenue des discussions inclusives dans le cadre du dialogue politique, gouvernement, partis politiques et société civile. Pour le nouveau quinquennat qui s'ouvre, les ministres ont été exhortés à être plus proches des populations, surtout les plus démunis. Au regard des importants défis à relever, je demande à tous les membres du gouvernement de redoubler d'efforts et de faire preuve d'une plus grande proximité avec nos compatriotes, qui constituent la finalité de notre action. Je demande à chacun de vous, frères et sœurs, jeunes que vous êtes, de faire preuve d'humilité et de proximité avec nos concitoyens. Suite à la proposition du Premier ministre de réorganiser le processus de décision au niveau gouvernemental afin d'améliorer la qualité du travail, d'accélérer le traitement des dossiers dans la perspective de résultats plus satisfaisants, le président s'est réjoui de cette suggestion et dit avoir pris bonne note. Et puis le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rencontré en milieu d'après-midi une délégation du Front populaire ivoirien, Tendance Gbagbo. La délégation était conduite par le secrétaire général de cette aile du parti, Assoadou. L'ancien ministre a expliqué à la sortie de cette audience être mandaté par l'ex-chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, afin de discuter des dispositions concernant son retour en Côte d'Ivoire. Yéli Traoré, Eric Kimo. Assoadou, secrétaire général de la tendance du Front populaire ivoirien, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été reçu en audience en milieu d'après-midi par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. La rencontre a eu lieu au cabinet du Premier ministre en présence notamment des ministres de l'Intérieur et de la Réconciliation nationale. Assoadou situe le contexte de cette audience. Gbagbo m'a chargé de me mettre en contact avec le gouvernement, donc avec le Premier ministre, pour préparer son retour. Et avec le ministre Danon Guédié, nous sommes déjà passés une fois. Cette fois-ci, nous sommes revenus pour qu'on aborde vraiment le vrai problème, voir tout ce qu'on doit faire. Et M. le Premier ministre est dans de très bonnes dispositions. Lui aussi, il veut que les choses évoluent rapidement pour que le président Gbagbo soit ici et que les Ivoiriens se retrouvent entre eux. C'est de ça que nous avions parlé. Bon, pour le moment, on est en discussion. Donc, permettez-moi de ne pas aller en profondeur. Mais sachez que tout évolue bien. Tout évolue bien dans un sens très positif. L'ex-président Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle à Bruxelles, après son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale, a obtenu le renouvellement de son passeport auprès des autorités ivoiriennes, ouvrant la voie à son retour en terre ivoirienne. Plus de 500 personnes contaminées à la maladie à coronavirus en une semaine en Côte d'Ivoire. Pourquoi une telle flambée de cas en si peu de temps? Y a-t-il un relâchement dans le respect des mesures barrières? Élément de réponse dans ce reportage de Salif Yadekoué. Abidjan-Trècheville, gare de Bassam ce matin. Dans ce haut lieu de regroupement, à l'instar de plusieurs autres de la capitale économique ivoirienne, il est difficile d'apercevoir des personnes
qui s'affiche avec un masque. Pourtant, la maladie à coronavirus est toujours d'actualité. Pour les rares passagers sur les lieux protégés, il est impérieux d'être vigilant. Bon, moi, je crois à la pandémie. Pour la santé, il n'y a pas de prix. Voilà, quelle que soit la santé, une fois on lance l'alerte, on y croit. Sur le relâchement, les transporteurs accusent. La première vague, on a assez de difficultés avec les clients. Le client mettait même le chauffeur dans les problèmes. On exige à la gare à ce qu'il porte le cache-nez. Quand il monte dans la voiture, il enlève. Et quand le policier siffle, c'est le chauffeur qui est verbalisé. Moi, s'il y a une deuxième vague, moi, j'ai peur. Donc, vraiment que la sensibilisation soit dans tous les médias, que tous les responsables se lèvent pour ça. Pour une partie de la population, le ton de la sensibilisation doit être donné au sommet de l'État. Il faudrait que l'État, spécialement le ministère de la Communication et de la Santé, continue à insister davantage sur les mesures préventives et encore continue à insister sur la gravité de cette maladie-là. Parce que si on n'entend plus parler de ça dans les médias, que ce soit dans la presse écrite et autres, la population va se dire la maladie est terminée, donc la vie continue comme avant. Au départ, il y avait la psychose. Vu que ça faisait trop de cas en Europe et même quand on nous a dit qu'on devait fermer les établissements, tout ça, bon, on a eu peur. Voilà. Mais après, bon, on s'est habitué et puis bon, on a vu que ça a disparu un peu. Après sa réapparition, ça ne dit pas grand-chose. En tout cas, moi particulièrement, ça ne me dit pas grand-chose. Dans les débuts, le nombre de personnes affectées par le coronavirus était élevé. Et arrivé à un certain moment, on a vu que le nombre était en baisse. Donc on s'est dit que bon, la maladie prend fin. Donc chacun a essayé de pratiquer ses activités comme dans les débuts, comme s'il n'y avait rien. Selon le dernier bilan officiel annoncé hier, on enregistre 564 cas actifs. Au seuil de la nouvelle année, après une période rentable pour leurs activités, c'est l'heure de faire le grand ménage dans les boutiques abidjanaises, l'heure de faire le bilan aussi des ventes, même si certains se préparent déjà pour les prochaines célébrations. Nadja Eja, Eric Kimoff. À Djamé, boulevard Nangui à Brogoua. Ce magasin de vente d'articles divers fait son grand ménage après les fêtes de fin d'année. Le reste du stock de jouets et d'objets décoratifs est progressivement retiré. On vide et nettoie pour un retour aux dispositions initiales. Nous sommes en train de réaménager le magasin. Voilà. Pendant les fêtes, vous avez vu, le magasin était bien rempli. On a pris 3 quarts du magasin pour envoyer les jouets, voilà, débrouiller les jouets un peu partout. Et là, la fête est finie. Le peu de jeux qui restent, nous prenons un peu d'espace pour placer les jouets qui restent. À l'inventaire, ce magasin a réalisé une belle vente. Le stock d'articles décoratifs est totalement épuisé. Quant aux jouets, il n'en reste qu'une faible quantité, désormais concentrée sur un seul rayon. Les quelques clients peinent à trouver l'article idéal. J'ai pas eu vraiment le temps d'acheter un jouet pour mon petit bébé, donc je suis là pour lui offrir un petit présent. Bon, actuellement, il n'y a pas vraiment trop de jeux, donc je ne sais pas encore vraiment quel jeu choisir, mais je vais trouver quelque chose quand même. Ici, on se projette déjà pour les futurs événements. Il y a des fêtes à venir encore qui se préparent, la Saint-Valentin qui va se préparer. Et après l'emplacement des peu de jeux qui restent, nous allons envoyer les jouets, les cadeaux de Saint-Valentin, voilà, pour préparer la fête. À l'instar de ce commerce, la plupart des boutiques reviennent à leur disposition initiale. C'est le cas de ce magasin pour enfants situé au Grand Marché de Trècheville. Ici, on fait de 0 à 15 ans. Mais dès qu'on entame le mois de décembre, on libère tout ce qui est bébé, tout ce qui est périculture, on range et on place les habits de fête. Étant donné que maintenant la fête est finie, on revient à nos anciennes habitudes. On va placer tout ce qui est nourrisson, bébé, parce qu'on peut dire que les articles de bébé, c'est quasiment toute l'année. Seul bémol, les prévisions de recettes pour les fêtes sont loin d'être comblées. Cette année, vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été comme les autres années. On a passé certaines commandes qui sont arrivées, mais on n'avait pas tout. On était obligé de vendre ce qu'on avait. On espère que cette année 2021 va nous offrir quelque chose de meilleur. Si Massouratou espère de meilleures perspectives pour cette nouvelle année, cette commerçante de vêtements pour enfants et dames peut se réjouir en partie. Ces articles pour enfants se sont écoulés comme de petits pains. Cette tenue-là, bon, on a eu juste 3 fois d'arrivage. Ça a marché, c'est beaucoup sorti. Le magasin est un peu vide,
Donc j'ai renforcé en envoyant les bagages, donc c'est pour ça qu'on est en train de les placer. Au niveau des vêtements pour dames par contre, le business est à la traîne. Des soldes s'imposent pour écouler la marchandise sous la main. Les grandes personnes, ça n'a même pas marché du tout. Mais je prends ça comme ça parce que je sais qu'il y a la Pâques qui arrive, il y a la Saint-Valentin qui arrive, je peux m'en sortir. Les articles des grandes personnes, j'ai mis ça en solde. J'ai cassé le prix pour qu'au moins les clients puissent s'approcher. En attendant les fêtes de fin d'année prochaine, période juteuse pour les commerçants, la plupart devront s'accommoder de célébrations intermédiaires telles que la Pâques et la Saint-Valentin. On s'active donc déjà pour se mettre aux couleurs de la fête de l'amour. Les groupements des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire renouvellent ces instances. L'un des défis qui attendent les candidats sera de redynamiser le secteur de la presse imprimée, plongé dans l'agonie depuis l'avènement du numérique. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Les journaux se vendent mal. Baisse drastique du lectorat. Autour des kiosques à journaux, quelques rares titrologues. Entendez ceux qui se contentent de faire la revue des titres tous les matins. Comme le disent couramment les Ivoiriens, je joue au titrologue sur les journaux, mais je m'informe à partir du numérique, c'est-à-dire sur le Facebook et autres. Voilà. Sinon, il y a 2 ans, je prenais mon journal tous les matins, mais pas maintenant. Mamadou Diallo est dans la vente des journaux depuis plus de 40 ans. Pour lui, rien n'est plus comme avant. En plus de l'augmentation qui a fait que les journaux ne marchent pas, il y a quand même l'événement du net. À partir du moment où ça ne marche plus, on est obligé quand même de diversifier. On vend des enveloppes, on vend des agendas, des bics. Bon, en tout cas, tout ce qui peut intéresser notre clientèle, on fait notre mieux pour apporter. Le secteur de la presse imprimée est sinistré. À peine 40% des journaux qui paraissent sont vendus. Les subventions de l'État ne peuvent pas combler les charges de l'entreprise de presse. D'ailleurs, ils sont en attente depuis 3 ans de l'aide à l'impression. Des défis qui attendent les candidats à la présidence du GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. La presse ivoirienne a besoin de se réinventer. Réinventer surtout dans la diversification. La diversification elle peut se faire sur le plan éditorial, peut se faire dans les médias, mais ça peut se faire aussi hors médias. On est d'abord entrepreneur, comme je dis. Dans le hors média, je donne un exemple, je pense que le Tour de France est organisé par une entreprise de presse. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne viendrait pas réinventer des activités, réinventer des domaines dans lesquels ce serait beaucoup plus rentable et aider nos organes de presse à pouvoir survivre. Nous sommes dans un milieu où beaucoup sont originaires de la presse, eux-mêmes ils sont journalistes. Et la plupart du temps, ils oublient qu'ils sont chefs d'entreprise, compte tenu de se comporter en journaliste. Un journaliste n'est pas un gestionnaire d'entreprise. Donc, c'est pour ça que moi, ma triptyque, c'est un GEPSI fort, efficace et prestigieux. Quelle est la fiscalité la plus adaptée aux entreprises de presse chez nous? D'accord? Nous avons un problème de marché. Comment monitorer le marché pour faire en sorte que la distribution soit le plus efficace? C'est un secret de polichinelle. La presse se porte très très mal et l'État fait vraiment ce qu'il peut. Mais la solution doit venir des entreprises de presse elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle moi, avec l'expérience que j'ai accumulée dans ce milieu, j'aimerais apporter cette expérience-là au service du GEPSI pour aider les entreprises de presse. Même si vous rencontrez tous les autres candidats, on vous parlera des mêmes problèmes. Mais je pense que la différence va se trouver au niveau de la manière d'implémenter les solutions. Les élections pour succéder l'actuel président du GEPSI, Patrice Yao, sont prévues pour le 16 janvier prochain. Situé dans la sous-préfecture d'Etchoueboué à Diaké, le village d'Elima garde l'un des trésors de l'histoire ivoirienne. C'est en effet dans ce village que les premiers édifices de la Côte d'Ivoire ont vu le jour. Mais après le départ des colons, ce village a progressivement été laissé à l'abandon et tend aujourd'hui à disparaître. Une réalité inacceptable pour les fils du village. Nadja Eja, Aruna Zeba. Au premier contact, Elima, village de la sous-préfecture d'Etchoueboué à Adiaké, offre un aspect des plus ordinaires. Avec sa lagune et sa verdure dominée par les cocotiers. Dans son antre, les vestiges de la première école ivoirienne,
de la première usine de transformation de café et la résidence d'Arthur Verdier, colon et négociant français arrivé à Elima en 1876. Pour cette excursion, Assaou Naïko nous fait la visite. D'abord, la maison des assistants du colon Arthur Verdier, puis la première école ivoirienne, du moins ce qu'il en reste. Quelques poteaux et un pan de mur menacés par ce gros arbre. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'histoire sur l'école ivoirienne. C'est devenu un monument historique. Cette école doit être réhabilitée pour qu'on dise voilà la première école d'Ivoire. Quelques mètres plus loin, la Maison Blanche, lieu d'habitation d'Arthur Verdier. Ce joyau architectural, fierté des habitants jusqu'en 1970, est redevenu propriété de la nature. Ses murs fissurés et décrépits sont à la merci des intempéries. Plus triste encore, l'état de la première usine de transformation de café. C'est la décortiqueuse, c'est qui pue le café là. Après avoir décortiqué, on les mettait dans des sacs. Et les sacs, il y avait le petit bateau de M. Arthur Verdier qui était accosté à son quai. En temps, son grand bateau était en pleine mer des mafias. Donc les petits bateaux transportent le café, ils vont mettre dans le grand bateau. Et bien chargé, on en met directement à La Rochelle. Impuissants, les villageois regardent disparaître chaque année ces vestiges, pan de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Notre ambition pour Elima, c'est de réhabiliter la première école. Même si elle n'a pas été réhabilitée, il faut qu'il y ait quelque chose pour représenter même la première école. Pour que ça ne meure pas complètement, il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'au moins on puisse dire que bon, c'est ici qu'a été bâtie la première école de Côte d'Ivoire. En attendant une réaction des autorités compétentes, Lucien Cablancan, fils de la région et guide touristique, prend des initiatives à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Gorée est visité, mais c'est parce que les Sénégalais ont voulu que ce soit ainsi. Alors, si nous voulons que Elima soit visité, donc cela dépendra de notre volonté. J'ai utilisé Facebook pour en parler, pour largement diffuser, pour largement parler d'Elima, de ce que cela représente pour nous. Et puis, petit à petit, les gens ont commencé à s'intéresser à Elima. Les Ivoiriens ont commencé à visiter Elima. Mais je vous assure, il y a des Ivoiriens qui ont pleuré lorsqu'ils sont arrivés à Elima. C'est un cri de cœur que je lance à toute la Côte d'Ivoire pour que nous tous, nous puissions nous pencher sur la question d'Elima. Il faut que Elima soit sauvée. L'histoire d'Elima continue aussi de se raconter à travers ces photos laissées pour la postérité. Car comme disait Joseph Kizerbo, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Dans l'actualité internationale, le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré a été reconduit à son poste alors qu'il avait démissionné le 28 décembre, au lendemain de la réélection du président Roch Marc Christian Kaboré. Les précisions de Yeli Traoré. Le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré a été reconduit au poste de Premier ministre par le président Roch Marc Christian Kaboré. En poste depuis janvier 2019, Christophe Dabiré, économiste et ancien commissaire chargé du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avait adressé sa démission et celle du gouvernement le 28 décembre dernier. C'était au lendemain de l'investiture du président Kaboré, réélu pour un second mandat, suivant ainsi la procédure habituelle, après des législatives couplées à la présidentielle. J'ai décidé ce mardi de renouveler ma confiance à Christophe-Marie Dabiré au poste de Premier ministre. Je l'assure de mon plein soutien et lui adresse mes félicitations et mes vœux de succès. Dabiré avait pris la suite de Paul Kabatieba en tant que Premier ministre le 21 janvier 2019. Cette annonce intervient alors que la situation sécuritaire dans le pays s'aggrave. Au moins 6 personnes, dont 2 supplétifs civils des forces de sécurité burkinabées, ont été tués dans une attaque djihadiste dans le nord du pays, près de la frontière malienne. Le président Kaboré a été réélu au premier tour pour un second mandat le 22 novembre. Aux élections législatives, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti présidentiel, a obtenu 56 sièges sur 127 à l'Assemblée nationale qu'il contrôle avec des petits partis alliés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.